Dès l'aube de l'histoire, les arts runiques étaient vénérés comme un pouvoir sacré dont on disait qu'il existait depuis la naissance même de l'humanité. Ceux que le destin avait choisis pour naître avec ce dont possédaient des forces surnaturelles qui défiaient les lois de la nature. Ils régnaient sur la création elle-même, se dressant comme des chefs parmi tous les êtres vivants. Sous leur règne, l'humanité antique exaltait les arts runiques comme des bénédictions divines, des miracles accordés par les dieux. Pourtant, parmi d'innombrables runes, une marque se démarquait, crainte et rejetée de tous, la rune maudite d'Azura. Dans un désert gelé, enseveli sous une neige infinie, un jeune homme aux cheveux longs courait désespérément à travers la nature. Des flèches, tirées par des groupes d'hommes à sa poursuite, transperçaient son corps. Ils l'insultaient, le traitant de bâtard, tandis que d'autres criaient de ne jamais le laisser s'échapper, de s'assurer qu'il ne revienne jamais. Ils le traitaient de monstre et exigeaient qu'il disparaisse à jamais. Son corps ensanglanté trébucha dans la tempête avant de s'effondrer, inconscient, sur la route. C'est alors qu'une famille itinérante le découvrit. Le père exhorta sa femme, douée pour les arts runiques, à utiliser son pouvoir pour sauver l'étranger mourant. Son corps était couvert de sang, mais grâce à son toucher guérisseur, la vie lui revint peu à peu. 7 ans plus tard, dans un petit village éloigné de cette terre glacée, des cris de peur résonnaient. Les villageois plaidaient leur innocence, affirmant n'avoir aucun lien avec la rune d'Azura. Ils exigeaient le départ des intrus, affirmant que leur maison avait déjà été saccagée en quête de réponse. Les deux frères menant les recherches se moquèrent des anciens effrayés avant de partir. Dehors, l'un d'eux rapporta que rien n'avait été trouvé. Ils avaient fouillé partout dans les environs, et pas un seul utilisateur d'art runique n'était en vue. Mais ces paroles ne suscitèrent aucune gratitude. La silhouette encapuchonnée qu'ils servaient leur fit signe d'approcher. Sans hésitation, ses doigts acérés et griffus transpercèrent le ventre de l'homme, le tuant sur le coup. Le jeune frère hurla d'horreur. Lorsque la silhouette révéla sa forme, ce n'était plus un homme, mais un monstre. Avec un sourire tordu, il se moqua d'eux, déclarant que nul ne pouvait se cacher sans art runique ni mana, car il sentait l'odeur nauséabonde de la destruction. De retour au village, le père de Linda rassura sa famille en lui disant que les intrus étaient partis et qu'il était possible de sortir en toute sécurité. Parmi ceux qui s'avancèrent se trouvait Banan, le même jeune homme qui avait autrefois marqué un monstre et chassé dans la neige. Sauvé par cette famille il y a 7 ans, il vivait désormais parmi eux. Linda tendit les bras vers le ciel, savourant la fraîcheur de l'air. Banan baissa la tête en signe d'excuse, admettant que ces étranges visiteurs n'étaient venus que par sa faute. Pourtant, le père de Linda rassura Ban, personne ne se souciait de ces choses-là. Sa mère, en revanche, réprimanda le couple pour s'être une fois de plus retrouvé couvert de poussière, leur rappelant qu'ils finissaient toujours par se cacher au même endroit. Linda expliqua que Ban aimait tout simplement cet endroit, et Ban admit que c'était son endroit préféré du village, l'endroit même où il avait été sauvé tant d'années auparavant. Leurs plaisanteries furent interrompues lorsque le père de Linda commença à taquiner Ban, poussant Linda à se plaindre de ses frasques à sa mère. Mais bientôt, la conversation s'orienta vers un sujet plus important, le mariage. Le père de Linda s'enquit des préparatifs, et sa mère confirma que tout était prêt. Dès le coucher du soleil, la cérémonie commencerait. Une vague d'excitation envahit l'air. Ce soir-là, sous le regard attentif des villageois, la cérémonie commença. Linda et Ban se tenaient côte à côte pour être déclarés mari et femme. Invités à échanger leurs vœux devant tout le monde, Linda proclama avec audace qu'elle rendrait Ban si heureux qu'il en pleurerait. Ces paroles audacieuses déclenchèrent des acclamations enthousiastes de la foule, qui loua son courage et sa confiance. Les paroles de Ban, cependant, avaient un poids plus lourd. Il avouait le chagrin qui semblait le poursuivre partout où il allait. Chaque village traversé avait souffert épidémies, guerres, massacres, catastrophes. La douleur et le désespoir avaient toujours traîné dans son ombre. Il admettait que s'il n'avait pas été sauvé 7 ans plus tôt, il serait probablement mort, et même maintenant, il se demandait si une personne maudite par la rune d'Azura avait le droit de rester dans ce village. Avant qu'il puisse continuer, Linda lui frappa le bras et le réduisit au silence. Elle lui rappela que s'ils avaient vraiment craint sa malédiction, ils ne l'auraient jamais sauvé. Il était vrai qu'au début, ils avaient eu peur. Mais face au danger réel, Ban les avait tous protégés. À partir de ce jour, ils avaient choisi de ne plus s'inquiéter. Quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. Les villageois applaudirent, jurant de toujours protéger Ban. Certains le taquinèrent pour sa douceur, se demandant s'il pouvait réellement supporter l'audace de Linda.
la mère de Linda les encouragea à terminer la cérémonie, et Ban finit par avouer son amour à Linda. Elle lui répondit avec chaleur, scellant ainsi leur lien. Mais leur joie fut brisée en un instant. Une explosion assourdissante déchira la nuit, plongeant le village dans le chaos. Les flammes se répandirent comme une traînée de poudre, consumant tout en quelques instants. De l'ombre surgit la même silhouette monstrueuse qui avait massacré le frère plus tôt. Son rire résonna comme celui d'un démon. Les yeux de Ban s'écarquillèrent d'horreur en voyant la dévastation. Les villageois gisaient morts. Le père de Linda, sa mère, Karara, et tous ceux qui avaient autrefois accueilli Ban avec chaleur avaient disparu. Le monstre s'approcha, se pencha à l'oreille de Ban et murmura d'un ton moqueur, comme pour lui confier un secret. Avec un sourire sinistre, il saisit Linda par les cheveux, l'entraînant comme une proie dans un cruel jeu de cache-cache. Il railla que la rune d'Azura pourrait bientôt être révélée, exhortant Ban à se cacher tant qu'il le pouvait encore. Ban exigea des réponses, la voix tremblante de fureur, mais le monstre repoussa ses paroles. Froidement, il expliqua que son affaire était avec Ban et la rune maudite qu'il portait. Quelqu'un voulait que la véritable rune soit scellée dans ce pouvoir, et les survivants n'étaient qu'une nuisance. Il révéla qu'il avait déjà massacré les villages voisins, veillant à ce qu'il ne reste aucune trace de vie. Il n'avait aucune rancune personnelle, dit-il, se contentant d'obéir aux ordres, et avec une cruauté moqueuse, il demanda à Ban de ne pas trop le haïr. Avec un rire glacial, il invoqua son pouvoir. Une fleur monstrueuse apparut, ses pétales tordus s'ouvrant pour révéler une gueule terrifiante. Cette prison subspatiale, déclara-t-il, avait été préparée pour Ban. À l'intérieur, le temps lui-même perdrait son sens. Que ce soit dans 1000 ou 10 000 ans, Ban resterait prisonnier jusqu'au jour de sa libération. La fleur monstrueuse le dévora, l'entraînant dans son abîme. Alors que Ban était englouti par les ténèbres, son regard croisa une dernière vision, Linda. Ensanglantée et brisée, elle tendit la main vers lui, désespérée, tremblante, tandis que le monstre l'entraînait dans le vide. Ensemble, ils furent enfermés dans la prison tortueuse de la ruine. Lorsque Ban ouvrit les yeux, il se retrouva dans un monde différent de tout ce qu'il avait connu. Le sol était couvert de sang, un désert cramoisi s'étendant à perte de vue. Son corps gisait brisé, chaque centimètre carré de son corps couvert de blessures. Ses forces s'épuisaient, et dans son cœur s'éteignant, il murmurait le pouvoir de la destruction. Il avait autrefois voulu croire que tout cela ne pouvait être dû à une seule rune. Mais le doute le rongeait à présent. Peut-être n'avait-il jamais existé d'échappatoire. Dès le début, la ruine et la mort l'avaient poursuivi. Son oncle, sa tante, Linda tous avaient disparu parce qu'ils s'étaient accrochés à des rêves insensés d'une vie normale. S'il avait accepté son sort maudit plus tôt, peut-être serait-il encore en vie. Au lieu de cela, ses espoirs égoïstes avaient tué tous ceux qu'il aimait. Ses larmes se mêlaient au sang tandis qu'il murmurait des excuses brisées. Les mots coulaient sans fin, un torrent de culpabilité qu'il ne pouvait arrêter. Encore et encore, il murmurait qu'il était désolé. Encore et encore, il implorait pardon, pour finalement se refuser le droit d'être pardonné. Il se disait qu'il ne méritait que la haine. Il maudit les dieux de lui avoir réservé un destin aussi cruel, puis se demanda s'il existait vraiment des dieux. L'épuisement pesait sur son corps brisé. Il ne souhaitait plus vivre. Il ne désirait que mourir, se reposer enfin. Mais alors qu'il sombrait dans le désespoir, une vision apparut devant lui. Linda, ensanglantée, à moitié morte, se tenait dans le brouillard de sa conscience déclinante. Sa voix lui parvint, douce mais ferme, lui disant que ce n'était pas sa faute, que son amour durerait éternellement. Les yeux de Ban s'écarquillèrent de stupeur. Il hurla de déni, sa voix fendant l'air cramoisi, déclarant que tout était bel et bien de sa faute. Quel repos? Quelle fin? Tout pouvait-il vraiment s'arrêter là? Il rageait contre cette pensée, exigeant de quel droit il avait choisi une telle fin. Non, il n'avait pas le droit de capituler. Pas encore. Pas tant que quelque chose restait inachevé. Cette prise de conscience lui arracha un cri. Se tenant le visage de main tremblante, il rugit comme une bête, le sang coulant de ses yeux. La rune d'Azura apportait-elle toujours la ruine? Qu'il en soit ainsi. Il n'y avait plus rien à détruire. Si le monde avait soif de la ruine qui sommeillait en lui, alors il la lui donnerait à manger. Il le noierait dans la destruction qu'il portait en lui. La mort pouvait attendre. D'abord, il prendrait sa revanche. Mais avant que cette vengeance puisse advenir,
il devait s'échapper de la prison d'ombre qui l'enfermait. Des formes s'agitaient autour de lui, résonnant de sombres murmures. Des monstres surgissaient de l'obscurité, l'encerclant, leurs voix tranchant comme des couteaux. Ils l'accusaient. Ils le maudissaient. Il hurlait qu'il était responsable, qu'il devait mourir. Le regard de Ban se durcit, empreint d'une détermination inébranlable. Peu importe le temps qu'il lui faudrait 1000 ans ou 10 000, il jura de persévérer. Il se battrait jusqu'à l'accomplissement de sa vengeance. La bataille commença. 200 ans se transformèrent en 4. 4 en 6. Des siècles de massacres s'écoulèrent dans un cycle sans fin. Il terrassa d'innombrables démons, mais pour chaque monstre tué, d'autres surgirent pour le remplacer. Leurs formes se confondirent, fusionnant en une abomination colossale, un géant forgé d'ombre et de rage. Le garçon, qui portait la marque maudite d'Azura, dansait à travers le carnage, sa silhouette gravée dans la ruine. Pourtant, le véritable secret de sa rune sommeillait, caché à son emprise. Baigné de sang, brisé par le désespoir, il continuait à se battre. 999 ans s'écoulèrent dans l'éternité. Près d'un millénaire de massacres laissèrent des cicatrices dans son âme. Puis vint le choc, le mastodonte, l'incarnation des ténèbres, s'abattit sur lui. Ban s'élança avec toute la fureur qui lui restait. Leurs coups s'entrechoquèrent comme le tonnerre, mais le monstre riposta avec une force dévastatrice, le projetant à terre et le laissant à nouveau à moitié mort. La douleur le consumait, rongeait son esprit sans fin. À travers le brouillard du tourment, des souvenirs refirent surface. La voix de Linda, douce et chaleureuse, murmurait son rêve. L'épouser, faire de sa famille la sienne. Élever un fils et une fille ni trop peu. Vivre simplement, souriant chaque jour tandis qu'il rentrait chez lui en paix. C'était son rêve, leur rêve. Et il n'avait pas su le protéger. Ses yeux s'ouvrirent brusquement dans le présent, la fureur flamboyant là où autrefois le désespoir régnait. Le feu de la vengeance s'alluma enfin. Le véritable pouvoir de la ruine s'éveilla. Une aura terrifiante jaillit de son corps, ébranlant la prison des ombres jusqu'à ses fondements. Des explosions déchirèrent le monde tandis que la rune d'Azura dévoilait sa forme complète. Ban se transforma, devenant de plus en plus un simple homme, il était devenu Azura, le dieu de la ruine. La rune maudite fit apparaître 666 armes, chacune dotée d'un pouvoir destructeur. Telle était la véritable force des arts runiques, éveillée bien trop tard. Si elle avait fait surface ce jour fatidique, personne ne serait mort. Sa rage le brûla à cette pensée tandis qu'il saisissait une arme, un gant blindé doté du pouvoir de détruire la matière à l'échelle des particules. Sa force destructrice grandirait avec son mana, un outil d'annihilation digne du dieu de la ruine. Ban frappa, son coup détonnant avec une force fulgurante qui déchira l'ennemi monstrueux. La bataille se termina dans une explosion cataclysmique. La scène se déplaça dans un village lointain et calme. La paix semblait régner, mais des ombres rôdaient même là. 3 voyous coincèrent un homme et le battirent sans pitié. Une autre victime implora la clémence, affirmant n'avoir pas d'argent à donner. Leur chef ricana et déclara que si l'homme n'avait pas de richesse, il prélèverait ses organes. Avant que leur cruauté ne s'intensifie, Ban apparut. Sa silhouette, calme et imposante, posa au voyou une question, en quelle année étions-nous? Déconcerté, le chef rit et posa une main moqueuse sur la tête de Ban. Il lui expliqua que nous étions en 1500. Mais avant qu'il ait pu achever son ridicule, un de ses hommes l'attaqua par derrière. L'arme se brisa instantanément contre le corps de Ban, le laissant indemne. Le regard de Ban devint mortel. D'un seul geste, il frappa, tuant 2 des voyous avec une précision impitoyable. Le chef se figea sur place, secoué, tandis qu'un autre homme tremblait en silence. Ban esquissa un sourire narquois, les yeux brillants d'une lueur plus sombre, et lui posa à son tour une question. Le garçon qui portait la rune maudite était revenu, son chemin à jamais trempé de ruines. Le continent d'Éden avait toujours été façonné par le pouvoir ancestral des arts runiques. D'innombrables royaumes s'y étaient élevés et déchus, chacun laissant sa propre empreinte dans l'histoire. Parmi eux, un royaume incomparable se dressait, salué comme le plus grand royaume d'Aton, le royaume de Zoé. Doté d'une puissance militaire écrasante, il avait régné en maître sur le continent pendant des siècles, son nom étant gravé dans la légende. Loin de la grandeur des royaumes, Ban tenait un voyou capturé la tête en bas et l'interrogeait sur le monstre inconnu qui avait fait de sa vie un enfer. L'homme tremblant admit avoir vu la créature. Ban insista,
soulignant que les vêtements que portait la silhouette étaient réservés aux sorciers de la maison royale de Zoé. Le voyou jura en avoir été témoin et n'osait pas mentir à ce sujet. Ban exigea tous les détails, et le voyou raconta un vieux souvenir. Il y a environ 5 ans, un mercenaire nommé Karak travaillait pour le seigneur Déoul, maître du repère des bandits de la montagne. Karak avait mentionné un client puissant qui avait sollicité un rendez-vous, le décrivant comme une mission prestigieuse. Les bandits n'avaient aucune raison de refuser, hors la loi comme ils étaient, l'argent facile était tentant. Le moment venu, la vérité les stupéfia. Le client était un sorcier du royaume de Zoé. La tâche leur demandait d'éliminer un groupe si minutieusement qu'il n'en restait plus aucune trace. Ils massacrèrent tout le monde, laissant des cadavres dans un état si horrible que même leur élimination devint un véritable combat. Brûler les corps était le seul moyen d'effacer les preuves. Une fois la tâche accomplie, le sorcier aux cheveux violets les paya proprement et partit sans hésiter. Ban l'interrompit et demanda si parmi les cadavres se trouvait une fille aux cheveux roux courts. Le voyou confirma qu'il y en avait bien une, et que son apparence remarquable la distinguait. Il admit qu'elle aussi avait été brûlée et murmura même que sa beauté aurait rapporté une fortune si elle avait été vendue comme esclave. En entendant ces mots, la rage de Ban déborda. Il frappa violemment l'homme, faisant taire sa langue grossière. Pendant ce temps, au plus profond du repère des bandits de Deagle, la misère régnait. D'innombrables captifs étaient enchaînés et contraints au travail, menacés de fractures s'ils résistaient. Les bandits se moquaient d'eux, les traitant de jeunes esclaves. Ils savouraient l'idée que des esclaves dynamiques se vendaient à meilleur prix, riant cruellement en les poussant à l'épuisement. Au milieu de la scène, un bandit arriva avec de l'alcool et exigea l'ouverture des portes. Interrogé sur son retard, il se vanta d'avoir obtenu une boisson de bonne qualité. Cette diversion offrit le moment tant attendu à Ban. Il frappa dans l'ombre, tendit une embuscade à un garde et le mit à terre avec une efficacité impitoyable. Un autre s'engouffra, mais Ban l'attaqua de front, combattant avec précision et une fureur maîtrisée. Les assaillants demandèrent qui l'avait envoyé, mais le regard glacial de Ban les fit taire. Il avertit que personne n'était autorisé à parler avant lui. Avec une brutalité irrévocable, il coupa la tête d'un garde et l'emporta dans la tanière. Ce spectacle macabre figea les bandits de stupeur. Debout au cœur de leur repère, Ban les confronta tous. Sa voix était pesante tandis qu'il se moquait de leur nombre, les traitant de clowns jouant aux bandits. Il annonça qu'il avait des questions à poser à leur chef et exigea la présence de Dol. L'atmosphère dans la tanière changea instantanément. Les rires et l'arrogance des bandits se transformèrent en malaise tandis que Ban se tenait parmi eux, sa silhouette marquée par la violence et la détermination. Son arrivée n'était pas une intrusion ordinaire, c'était une tempête qui s'abattait sur leur havre de cruauté. Le royaume de Zoé se profilait encore au loin, son ombre s'étendant sur tout le continent. Pourtant, dans ce repère de criminels, les ondes de son influence avaient atteint Ban, se transformant en vérité sanglante. Et maintenant, Ban cherchait ses réponses de ses propres mains, en commençant par un seigneur bandit qui avait autrefois hébergé le sorcier de Zoé dans le repère des bandits. Le chaos éclata lorsque ses membres saisirent leurs armes. Ils se moquèrent de Ban, affirmant qu'il avait perdu toute notion de peur et l'avertissant qu'il ne réalisait même pas où il se trouvait. Le bruit se tut lorsqu'une silhouette puissante s'avança. C'était Dol, le maître de la tanière, dont la seule présence pesait lourd. Il ordonna à ses hommes de reculer. Ils affirmèrent pouvoir gérer la situation, mais Dol les fit taire, leur rappelant que Ban n'était pas un intrus ordinaire. Il le reconnut comme un sorcier né avec les arts runiques, tout comme lui, et ordonna à ses hommes de battre en retraite. Face à Ban, Dol demanda ce que le jeune sorcier avait à faire avec lui. La réponse de Ban fut sèche et glaciale. Il révéla que 5 ans auparavant, un sorcier du royaume de Zoé avait commandé une œuvre à Dol. L'arrangement avait été conclu par l'intermédiaire d'un mercenaire nommé Kurak. Dol sourit en réalisant que Ban avait obtenu autant d'informations de ses hommes. Il demanda alors à Ban ce qu'il comptait en faire. Ban exigea de savoir où se trouvait Kurak et prévint que s'il fournissait la réponse, la tanière entière serait épargnée. Dol feignit d'approuver, mais ricana en frappant sans prévenir, promettant de prévenir Ban dans son corps. L'attaque soudaine le repoussa et la fureur monta en lui. Ban comprit que les mots ne le mèneraient nulle part avec cet homme. Avec un élan de détermination, il riposta en enfonçant son poing dans le ventre de Dol. Du sang jaillit de la bouche du seigneur des bandits, la rage déformant son expression. Il maudit Ban, furieux de l'audace du coup. Dol réagit en invoquant une lame runique,
canalisant sa puissance en une attaque dévastatrice. Il railla Ban, insistant sur le fait que, même jeune, un sorcier était soumis aux mêmes limites. Il promit de ne rien cacher et déclara que le corps de Ban serait bientôt déchiqueté. Il parla d'agonie, affirmant que Ban ne pourrait plus faire un seul pas une fois la douleur envahie. Pourtant, tandis que la lame runique s'avançait, Ban continuait de bouger. Ce spectacle choqua Dol, qui demanda comment c'était possible. Il ne comprenait pas comment Ban ne ressentait aucune douleur. La nature bestiale de Ban émergea tandis que son sourire narquois s'approfondissait. Pour lui, un tel degré de douleur était risible. Il se moquait de l'idée que de telles blessures puissent le déstabiliser. Dol rit en réponse, reconnaissant le feu qui brûlait en lui. Il se prépara à nouveau, prêt à écraser Ban de toute sa puissance. Mais les pensées de Ban percèrent l'attention. Il songea à la faible profondeur de la douleur infligée par Dol. Pour Ban, ce n'était rien comparé au gouffre d'agonie qu'il avait enduré. Comparé à ce souvenir, l'assaut de Dol était pathétique. Avec une force écrasante, Ban frappa d'un seul coup de poing dévastateur qui mit fin au seigneur des bandits sur le coup. L'impact fit trembler la tanière et le corps de Dol s'effondra sous le coup. Ban se tourna vers les survivants, stupéfaits, et les mit au défi de continuer. Peu après, le sol était jonché de cadavres tandis que Ban massacrait la tanière entière. Il ne laissa derrière lui qu'une montagne de corps dans le tas de morts. Il ne restait plus qu'un seul survivant, tremblant devant lui. Ban interrogea l'homme, lui demandant si Kurak se trouvait actuellement au royaume de Nordia. Le survivant, terrifié, confirma, jurant que Kurak s'y trouvait bel et bien. Satisfait de la réponse, Ban accepta l'information. L'espoir de l'homme s'enflamma tandis qu'il implorait d'être épargné, rappelant à Ban sa promesse. Ban feignit la confusion, se moquant de l'idée d'avoir promis quoi que ce soit. Comme l'homme riait nerveusement, Ban lui dit de ne pas trop rire. L'instant d'après, il le frappa à son tour. Ses paroles étaient glaciales, car il songeait que l'idée d'épargner quelqu'un n'était qu'une cruelle plaisanterie. Pourquoi laisserait-il quelqu'un en vie après avoir massacré tous les autres? Ban regarda devant lui avec lucidité. Il avoua qu'il ne désirait rien d'autre que de s'engouffrer directement dans le royaume de Zoé. Pourtant, il savait qu'il ne pouvait agir sur la seule parole d'un bandit. Il résolut de retrouver Kurak lui-même. Même si cela lui prenait du temps, ses pensées s'attardèrent sur Linda, sur son oncle et sa tante, et sur tous ceux qui l'attendaient. Il jura de découvrir la vérité de ses propres yeux. Il leur dédia cet acte de vengeance comme une modeste offrande. Il admit que son art de la vengeance laissait à désirer, et même s'il n'était pas impressionné, il leur demanda de l'accepter pour le moment. Car sa vengeance ne faisait que commencer, et sa première véritable destination serait le royaume de Nordia. Sur ce, Ban brandit une torche et la lança sur la montagne de cadavres. Le bois sec et la chair s'embrasèrent instantanément, des flammes s'élevant dans le ciel nocturne. L'antre, autrefois empli de cruauté et de cupidité, fut réduit en cendres. Pour Ban, ce n'était que le début. Son chemin de destruction et de justice était tracé, et il ne s'achèverait que lorsque la vérité sur le royaume de Zoé et Kurak serait révélée. La scène se déroula dans la rue de la guilde du royaume de Nordia. On vit Ban capturer plusieurs hommes, les frapper sans pitié et leur soutirer des informations par la voix tremblante. Il apprit l'existence d'une femme nommée Anna Dalton, la principale trafiquante d'informations du marché noir du royaume de Nordia. Ils lui dirent qu'Anna pouvait lui fournir des détails sur tout ce qu'il cherchait. Pourtant, ces personnes tardèrent à lui donner ce dont il avait besoin. Furieux, Ban les massacra tous, laissant la rue jonchée de cadavres, une véritable route des morts s'étendant derrière lui. Il murmura froidement qu'ils auraient dû tout lui dire plus tôt. Sans perdre un instant, il partit à la recherche d'Anna Dalton, déterminé à la localiser dès le prochain contact, se rappelant qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre du temps dans une telle situation. Rien ne garantissait que la catastrophe de la veille ne se reproduirait pas. La veille, Ban s'entraînait à contrôler son mana. Au début, rien ne laissait présager de problème. Mais soudain, le mana commença à s'envoler, lui échappant. Ses pensées s'emballèrent, réalisant que si le mana se déchaînait dans l'âme d'un sorcier, son corps ne survivrait pas. Il se rappela la vérité sur cette force mystérieuse. Le mana, invisible à l'œil nu, était composé de particules d'origine inconnue dispersées à travers l'univers. Ceux qui accumulaient ce mana flottant dans leur corps et manifestaient leurs arts uniques à travers lui étaient appelés sorciers. Leur corps était un réceptacle de mana. Mais si ce réceptacle perdait le contrôle,
la destruction était inévitable. Ban se souvint de la triste réalité. Si le mana se répandait de manière incontrôlable, les sorciers mourraient. Leur corps exploserait avec le mana. Alors qu'il luttait contre lui, il savait que le seul moyen d'arrêter le déchaînement était de sceller le mana immédiatement. La scène revint au présent, où Ban se dirigeait vers la cachette d'Anna Dalton. Son esprit était encore accablé par les pensées de sa fragilité. La majeure partie de son mana étant scellée, il ne pouvait en utiliser qu'une infime quantité. S'il tentait imprudemment d'en puiser à nouveau, les conséquences seraient désastreuses. Ce ne serait plus seulement ses cheveux qui brûleraient, mais son corps tout entier. Pour utiliser en toute sécurité même le mana scellé, il devait d'abord découvrir la cause du déchaînement. En attendant, il n'avait d'autre choix que de se contenter de petites quantités, aussi peu pratiques soient-elles. Alors qu'il approchait du bâtiment, une silhouette imposante lui barra le chemin. L'homme s'appelait Charlotte. De taille imposante, bien qu'il n'ait que 18 ans. Ban, peu impressionné, exigea son passage, mais Charlotte l'avertit qu'Anna Dalton occupait actuellement les lieux et lui ordonna de rebrousser chemin. Ban comprit qu'il avait bel et bien trouvé le bon endroit. Sans perdre de temps, il frappa Charlotte au visage d'un coup de poing puissant, l'envoyant s'écraser au sol. Ban lui fit signe de se reposer un instant, puis entra dans le bâtiment. À l'intérieur, Anna Dalton était assise dans un bain, 3 gardes postés à ses côtés. Elle leva les yeux avec dédain, déclarant qu'elle avait dit à ses hommes de ne pas recevoir d'invités ce jour-là. Appelant Charlotte, elle lui demanda pourquoi il avait laissé entrer quelqu'un. Mais Ban ignora son irritation et expliqua son intention, il cherchait un mercenaire nommé Kurak. Les personnes interrogées par Ban lui avaient dit que quelqu'un lié à Kurak se trouvait ici. Le visage d'Anna changea à ces mots. Elle se moqua de lui pour avoir osé prononcer le nom de Kurak avec tant de désinvolture, l'avertissant qu'une telle négligence pourrait le conduire à une mort silencieuse. Ban, cependant, lut clairement sa réaction. Elle savait quelque chose. Il la pressa de tout révéler sur Kurak. Anna rit de son audace, le traitant de fou. D'un geste de la main, elle ordonna à ses gardes de le déchiqueter et de le remettre debout. Aussitôt, les 3 gardes se transformèrent, leur corps se transformant en de terrifiants monstres loups. Ban se prépara au combat, même s'il soupira devant la violence répétée. Il avait souhaité régler les choses par la parole, mais les choses semblaient ne jamais rester aussi simples. Les gardes monstrueux s'élancèrent avec une force féroce, mais Ban les affronta de front avec une habileté brutale. L'affrontement fut féroce, aucun camp ne se retenant. Finalement, Ban lança un coup final dévastateur, terrassant les 3 monstres d'un coup. Son attaque projeta leur corps brisé à travers le mur de la salle de bain, le brisant et les projetant au loin. Alors que la poussière retombait, Ban reporta son regard sur Anna Dalton. Son ton exprimait la même froide assurance qu'auparavant, exigeant la suite. Dans la somptueuse chambre, Anna haussa un sourcil après l'affrontement. Elle demanda d'un ton moqueur si Ban avait vraiment commencé à envisager des conversations pacifiques. À ses yeux, il n'était pas qu'un gosse, mais un sorcier après tout. Pourtant, elle écarta cette idée, affirmant que cela n'avait plus d'importance maintenant, Kurak n'était plus là. Le regard de Ban s'éclaira à ces paroles. Il exigea de savoir ce qu'elle entendait par la disparition de Kurak, et où il était allé. Anna répondit avec indifférence, lui rappelant qu'elle n'était qu'une marchande d'informations. Sans paiement, il n'y aurait pas de réponse. Il lui demanda son prix. Anna pencha la tête avec curiosité, surprise par son changement soudain de ton. Elle trouvait étrange qu'il soit devenu si raisonnable d'un coup. Ban clarifia les choses, affirmant qu'il y avait eu un malentendu. Il n'était pas un meurtrier. Il tuait seulement parce que d'autres l'avaient attaqué avant lui. Si elle lui fournissait des informations de son plein gré, il était prêt à payer un prix équitable. Anna finit par préciser son prix. Pour les informations personnelles de Kurak et sa localisation actuelle, le prix était de 10 000 pièces d'or. C'était, déclara-t-elle, la juste valeur de ces informations. Ban admit qu'il n'avait pas grand-chose. Anna se moqua, faisant remarquer qu'il était vraiment fou plutôt qu'incompris. S'il n'avait pas d'argent, il n'y aurait aucune information. Ban marmonna d'un ton sombre à propos de l'idée de simplement payer et d'attendre. Anna insista, lui demandant s'il avait un moyen d'obtenir l'argent et pourquoi il tenait tant à Kurak. Elle le taquina en lui disant que son regard perçant donnait l'impression que Kurak avait tué sa famille. Le regard de Ban la coupa net. Il la prévint de se mêler de ses affaires avant de lui ouvrir la bouche. Sur ce, il se retourna et partit.
Anna rit doucement une fois qu'il fut parti, remarquant que son audace l'amusait. La scène se déroula dans la rue des mercenaires du royaume de Nordia. Au bureau d'enregistrement, un employé annonça que l'inscription de Ban comme mercenaire était terminée. Ban demanda quand il commencerait à travailler. L'homme expliqua que les offres d'emploi arrivaient rapidement, mais qu'elles étaient généralement réservées aux vétérans, et que les nouveaux arrivants devaient donc souvent patienter. Ban acquiesça d'un hochement de tête, comprenant la situation. Il soupira intérieurement, réalisant qu'il faudrait peut-être plus de temps que prévu pour gagner de l'argent, mais que c'était nécessaire de toute façon. Anna Dalton n'était pas une personne ordinaire. Si cela s'était produit, il aurait envisagé de la menacer pour obtenir des informations, mais il ne voyait aucun intérêt à se faire des ennemis inutiles. Pour l'instant, il lui fallait trouver un moyen de gagner sa vie honnêtement. Il se souvenait des paroles de tante Cara, lui recommandant de gagner sa vie par un travail honnête. Alors qu'il réfléchissait encore, une jeune fille s'avança au comptoir. Elle avait 18 ans, s'appelait Léon et annonça qu'elle souhaitait travailler comme mercenaire, de préférence comme débutante inexpérimentée. Le visage de l'employé s'illumina, constatant que le timing était parfait. Il expliqua que la personne debout juste à côté d'elle venait également de s'inscrire comme débutante. Léon se retourna, surpris, et demanda si c'était vrai. Ban confirma qu'il venait bien de s'inscrire. Léon le regarda de haut en bas et accepta rapidement. Sa demande était simple, il devait juste la surveiller pendant une journée. Ban murmura qu'elle devait être folle. L'employé, interprétant mal la situation, lui fit remarquer que si elle voulait ce genre d'emploi, elle devrait se rendre au quartier chaud. Léon nia immédiatement le malentendu, insistant sur le fait qu'elle demandait un garde du corps. Ban la regarda sérieusement et s'enquit du salaire avant de prendre une décision, affirmant qu'il ne voulait pas d'un employeur qui paraissait instable. Avant qu'elle puisse répondre, un homme imposant s'approcha et s'immisça dans la conversation. Il était trapu et enthousiaste, déclarant qu'il accepterait le poste. Il exigea le salaire. Léon hésita, puis affirma fermement qu'il s'agissait de 10 000 pièces d'or, mais elle refusa catégoriquement, expliquant que les vétérans à la réputation établie ne pouvaient accepter ce travail. Elle avait expressément tenté de confier le poste à un débutant, mais jusqu'à présent, aucun ne semblait convenir. Le gros homme fronça les sourcils et lui saisit soudain la main, affirmant qu'il était meilleur que n'importe quel débutant. Léon se débattit, lui criant de lâcher prise. Il l'ignora et prétendit qu'elle devrait lui être reconnaissante de son aide. La voix glaciale de Ban interrompit la scène. Il appela le pitbull et lui ordonna de la libérer. Le gros se retourna, ricanant, et demanda à Ban qui il se prenait. Ban s'approcha, les yeux brûlants d'un éclat mortel, et le mit en garde à nouveau. D'un ton venimeux, il ordonna à l'homme de lâcher son précieux employeur. Pour Ban, il n'était rien de plus qu'un sac de viande immonde. La scène suivante s'ouvre dans un village forestier en proie aux flammes. Les maisons s'effondrent, le feu se propage dans les rues et d'innombrables villageois périssent déjà dans l'enfer. L'incendie n'était pas accidentel. Il avait été allumé délibérément. Au milieu de la fumée et des cadavres fumants, un homme s'avança, observant la scène avec une indifférence glaçante. Il suggéra que les organes de ceux qui n'étaient pas encore complètement morts pourraient être prélevés et vendus pour un bon profit. Une autre pensée le traversa soudain, incitant son compagnon à demander si cela avait un rapport avec l'enlèvement de la fille de la famille Lion. Il le confirma froidement, la voix aigre. Il ordonna que seuls les 3 hommes les plus compétents soient sélectionnés et mis en alerte. Le subordonné accepta, disant qu'il ferait afficher l'avis et partirait immédiatement. Le récit s'orienta ensuite vers un recoin plus sombre où un monstre imposant apparut. Cet être était connu sous le nom de Markel. Un cadavre humain pendait devant lui, suspendu par les poignets avec des cordes, se balançant sans vie dans la chaleur du feu. L'un des subordonnés de Markel annonça qu'il mettrait immédiatement les hommes choisis en alerte. Mais Markel s'y opposait. Avec une force terrifiante, il souleva le subordonné dans les airs grâce à son pouvoir. L'homme tremblait de panique, criant à son maître, lui demandant ce qui n'allait pas et s'il avait fait quelque chose qui lui déplaisait. Le sourire crispé de Markel s'élargit lorsqu'il répondit que ce n'était pas le cas. Il expliqua que la simple dissection d'un cadavre ne le satisfaisait pas. S'il disséquait le subordonné de la même manière et le suspendait à côté du premier corps, ce serait parfait. Les cris terrifiés de l'homme résonnèrent tandis que la scène se découpait. L'histoire revint à Ban, qui dînait tranquillement. En face de lui, Léon était furieux de sa tranquillité.
La colère brûlait dans son expression tandis qu'elle frappait la table du poing et criait. Ban leva les yeux vers elle, perplexe, lui demandant si elle avait apprécié le repas. Léon rétorqua que ce n'était pas à cause de la nourriture. Elle ne comprenait pas comment il pouvait manger si paisiblement dans un moment pareil. La vue s'élargit, révélant la raison de sa frustration. Ban n'était pas assis sur une chaise normale. Il avait forcé un homme à s'accroupir et s'était assis sur son dos comme s'il l'utilisait comme un meuble. Léon explosa de colère et lui ordonna de cesser immédiatement ce comportement. Ban rejeta sa protestation et lui demanda si elle souhaitait également s'asseoir sur une telle chaise. Léon s'exclama sèchement, affirmant qu'elle n'avait jamais éprouvé un désir aussi absurde. Pourtant, elle marqua une pause, ses lèvres formant presque un sourire hésitant. Elle s'avoua que Ban avait certes des tendances violentes, mais qu'en même temps, il était compétent, fiable et suffisamment inexpérimenté pour être façonné exactement le genre de mercenaire qu'elle recherchait. Finalement, Ban se leva et retourna s'asseoir sur un banc normal. Il remarqua que la chaise humaine lui semblait plutôt molle. Léon le réprimanda de nouveau, répétant que de tels actes étaient inacceptables. Ban balaya ses paroles d'un revers de la main, ramenant la conversation à ses occupations. Il était temps de parler du travail. Il l'interrogea sur le travail d'escorte qu'elle avait demandé, lui demandant jusqu'où elle devait aller. Léon expliqua qu'elle avait seulement besoin d'être escortée jusqu'à la frontière du royaume d'Awana. Le chemin les mènerait à travers la forêt, mais ils arriveraient dans la journée. Ban, cependant, fronça les sourcils. Il se demandait intérieurement pourquoi elle paierait 10 000 pièces d'or pour une escorte aussi simple. Le prix lui semblait excessif, et il sentait qu'il était entraîné dans une aventure dangereuse. Cela lui donnait l'impression inquiétante d'être soit l'héritier d'une famille noble en fuite, soit un criminel en fuite. Il ne doutait pas fondamentalement de son identité, mais il restait prudent. Léon se tendit soudain sous ses soupçons. Elle se défendit rapidement, affirmant qu'elle était simplement la fille unique d'un homme plutôt riche, gâté par son père. Les yeux de Ban se plissèrent, comme s'il pesait ses mots. Troublé par son regard, Léon rétorqua que s'il doutait vraiment d'elle, elle trouverait quelqu'un d'autre. Ban rejeta sa plainte. Il affirma qu'il n'avait aucune intention de soupçonner, car commettre un tel acte serait impie de sa part. Intérieurement, Léon le maudissait, le traitant de sale gosse exaspérant. Ban changea alors de sujet et lui demanda quand elle préférerait partir. Léon répondit que le plus tôt serait le mieux. Ban conclut aussitôt qu'il devait partir immédiatement. Léon se figea, surpris par sa décision soudaine, et demanda s'il parlait de tout de suite. Ban la regarda avec un regard glacial qui ne laissait place à aucun refus. Il déclara qu'il ne pouvait pas se permettre de gâcher le temps précieux de sa cliente. Voyant le regard terrifiant de Ban, Léon acquiesça. La scène se déplaça vers la chaîne de montagnes Gyozo, où Ban et Léon poursuivirent leur route. Léon constata qu'ils avaient atteint la moitié du chemin, et Ban le confirma. Soulagé, Léon pensa que tout se passait bien jusqu'ici. S'ils maintenaient ce rythme, ils arriveraient sains et saufs. Elle se demanda même si l'engagement d'un mercenaire avait été inutile. Soudain, Ban l'arrêta. Léon parut confus, mais Ban la pressa de rester silencieuse. Dans le silence, Léon sentit le mana se précipiter vers eux. Plusieurs silhouettes s'approchaient, environ 4 au total, et parmi elles se trouvait une personne dotée d'une puissance écrasante. Cet individu n'était autre que Markel. Avant que Ban puisse réagir pleinement, Markel apparut juste devant lui. Sur le point d'entrer en collision, Markel recula brusquement. Il déclara alors que Léon appartenait à la famille Léon et ordonna sa capture vivante à tout prix. Sur ces mots, Markel disparut, laissant Léon visiblement perturbé. Ban la rassura en lui disant qu'il ne s'agissait que d'une menace et l'avertit que le véritable danger était à venir. Quelques instants plus tard, plusieurs assaillants surgirent d'en haut, visant Ban. Il bloqua rapidement leurs attaques avec ses mains. Un autre ennemi cibla Léon, mais Ban réagit instantanément en lui assénant un coup de pied puissant qui neutralisa l'assaillant. Les 2 autres avancèrent vers elle, forçant Ban à la mettre à l'écart. Souriant, il dénoua les bandages autour de ses mains et dit fermement à Léon qu'elle devait désormais rester derrière lui en permanence. Léon, bien que nerveux, acquiesça. Ban interrogea alors les agresseurs, leur demandant s'ils étaient des bandits. L'un d'eux lui ordonna d'abandonner la femme et de se retirer discrètement, lui promettant un passage sûr. Ban répliqua en exigeant 10 000 pièces d'or en échange de son départ. Les assaillants le traitèrent d'idiot et chargèrent à nouveau.
Ban riposta par une salve de coups de poing. Malgré l'assaut acharné, l'attaquant ne subit que peu de dégâts, forçant Ban à reculer. Un ennemi se moqua de lui, soulagé qu'il ne soit pas un sorcier, mais un simple enfant. Ban, pris au dépourvu, admit avoir été prudent, au cas où. Son adversaire balaya ses efforts, affirmant que ses inquiétudes étaient vaines et le traitant d'idiot. Furieux, Ban lança une contre-attaque dévastatrice, frappant avec une force immense. Il enchaîna les coups, culminant avec un coup final qui projeta les deux ennemis au loin, déclenchant une explosion massive. Lorsque la fumée se dissipa, seuls des restes de jambes et des taches de sang éparpillées étaient visibles. Rempli de fureur, Ban les maudissait, les traitant de salauds sans valeur. Léon, témoin de ce spectacle, fut choqué. Elle se demandait comment une personne plus jeune qu'elle pouvait posséder une telle force. Elle imaginait que si son père avait été témoin de la scène, il aurait été à la fois étonné et ravi. Tandis qu'elle réfléchissait à ses pensées, une lumière rouge s'alluma soudain à côté de Ban. Une voix expliqua que les sorciers nés avec les arts runiques pouvaient ressentir le mana des autres, et que la quantité de mana d'un individu était équivalente à sa compétence. Ban comprit que cet adversaire caché avait enfin émergé après être resté si longtemps caché. Dans son esprit, il comprit que l'ennemi ultime était apparu. Cette silhouette était Merkel. Il fixa Ban, étonné que le garçon possède un mana comparable au sien. Il se demanda s'il s'agissait d'un don inné et exprima le désir de le disséquer, convaincu qu'un sorcier du niveau de Ban devait posséder des organes exceptionnels. Avec un rire maniaque, Merkel révéla son identité. Il s'agissait de l'anatomiste fou Merkel, chef du gang Merkel, un groupe criminel connu pour ses meurtres, ses enlèvements et son trafic d'êtres humains. Merkel fit alors une offre. Si Ban livrait la femme, il promettait de le disséquer sans douleur. Ban refusa, rejetant catégoriquement la demande. Le sourire de Merkel se déforma lorsqu'il déclara que Ban devrait mourir. L'énergie s'accumulait dans ses mains tandis qu'il préparait son attaque. Ban, imperturbable, interpella Léon. Il dévoila son mensonge, affirmant qu'elle n'était pas la fille d'un simple marchand. Léon, surpris et confus, eut du mal à réagir avant que Ban ne poursuive. Il lui ordonna de ne pas s'excuser, affirmant qu'il n'avait aucune intention de l'écouter. Ban la saisit par le col et la poussa directement sur le chemin de l'attaque de Merkel. Léon paniqua de terreur, maudissant Ban comme un salaud. Merkel, surprise par son apparition soudaine, hésita un instant. Ban profita de la diversion et chargea aussitôt, s'introduisant au cœur de l'affrontement meurtrier. Merkel cessa soudain son attaque. Léon tremblait encore sous le choc, incapable de se calmer après ce qui venait de se passer. Dans cet instant de tension, Merkel et Léon tournèrent leur colère vers Ban. La frustration de Léon éclata lorsqu'elle hurla qu'elle avait failli mourir, le traitant de fou. La fureur de Merkel suivit, exigeant de savoir si Ban était censé escorter la femme au lieu de la mettre en danger. Léon, comprenant les paroles de Merkel, acquiesça aussitôt. Elle cria qu'elle était son employeur et lui rappela son devoir, la voix tremblante de peur et d'indignation. Ban, cependant, prêta peu d'attention à leur plainte. Son regard perçant était fixé sur Merkel. Il évalua la technique du sorcier. Ajuster sa direction et se détourner en une fraction de seconde n'était pas un exploit ordinaire. Merkel s'était révélé être un sorcier talentueux, maîtrisant la manipulation du mana. Ban comprit rapidement l'intention derrière les actes de Merkel. L'homme n'avait pas l'intention de tuer Léon. Il cherchait clairement à la capturer vivante et indemne. Cette prise de conscience attisa la colère de Ban. Il fulminait contre l'audace de quelqu'un qui osait tenter d'enlever son employeur. Il faillit trébucher, traitant Léon de plus que son simple client, mais se reprit rapidement. Quoi qu'il arrive, il était fermement convaincu qu'il n'y avait aucune chance qu'il laisse Merkel réussir. Pendant ce temps, la panique de Léon continuait de monter. Elle cria de nouveau sur Ban, lui demandant s'il l'écoutait, la voix pleine d'incrédulité devant son calme au milieu du chaos. Ban se tourna finalement vers elle d'un ton ferme. Il déclara que pour l'instant, il passerait outre son mensonge précédent, la traitant froidement de son employeur. Merkel, furieuse des paroles et du mépris de Ban, répliqua avec virulence. Il accusa Ban d'avoir tenté de tuer quelqu'un, puis de l'avoir balayé du revers de la main. Léon répliqua sèchement à Merkel, refusant de le laisser parler davantage. Elle prit le contrôle de la situation, l'avertissant de ne pas répondre. Sa détermination se renforça lorsqu'elle annonça sa prochaine action.
Elle annonça qu'elle allait le projeter et lui ordonna d'atterrir correctement. Elle exigea qu'il se cache discrètement comme une souris morte, sans laisser place à la discussion. La scène était d'une tension intense, chaque mot tranchant entre les trois hommes. L'attaque hésitante de Merkel laissa un silence gêné. Les tremblements de Léon révélaient le poids de sa peur, et la concentration constante de Ban révélait la dangereuse détermination qui grandissait en lui. Ce qui avait commencé comme une indignation entre employeur et protecteur se transforma rapidement en un conflit plus profond, où survie et intention cachée s'entrechoquaient. Ban resta éveillé, analysant les capacités et les motivations de Merkel. Il savait que la sécurité de Léon était en jeu. Pourtant, sa colère envers lui ne faisait qu'accroître la complexité de la situation. Léon la croyait trahie par l'imprudence de Ban. Merkel exigea des comptes, mais Ban voyait une vérité qu'il ne pouvait comprendre. L'ennemi ne cherchait pas à tuer, mais à prendre Léon vivant et il ne le permettrait jamais. Chaque action était désormais sur le fil du rasoir. L'employeur tremblant, le sorcier furieux et le protecteur inébranlable étaient pris dans un moment de chaos. Le calme défi de Ban se heurtait à la peur de Léon et aux accusations de Merkel. Pourtant, derrière tout cela, la détermination dans le regard de Ban était évidente. Quels que soient les mensonges proférés, les protestations de Léon et l'habileté de Merkel à manipuler, Ban ne permettrait jamais la capture de la femme qu'il protégeait. Alors que l'ordre de Léon de jeter Merkel résonnait dans les airs, le conflit s'intensifia, préparant le terrain pour la prochaine action décisive. Merkel fut déconcertée par les paroles de Ban. Son esprit s'interrogeait sur le sens des paroles, marmonnant d'incrédulité, s'interrogeant sur ce que Ban venait de dire. L'évocation de la possibilité d'être jeté ne fit qu'accroître sa confusion. Ban se tourna vers Léon, la rassurant calmement. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, lui assurant qu'elle ne mourrait pas. Sans hésitation, il la serra fermement par le col, puis se mit à courir de toutes ses forces. L'instant d'après, il projeta Léon dans les airs à une vitesse incroyable. Merkel fut prise de panique à cette vue. Il cria de frustration, exigeant de savoir où Ban pensait qu'il courait, et se précipita pour la rattraper. Mais Ban l'intercepta, le saisit par la jambe et le tira en arrière avec une force brutale. Il exigea de savoir où Merkel allait, puis l'attira près de lui et lui assena un violent coup de poing. Ban ne s'arrêta pas là. Il déchaîna une salve de coups incessants sur Merkel, chaque coup étant d'une force immense. Pourtant, après un instant de répit, il comprit que quelque chose clochait. Il avait bel et bien frappé Merkel de toutes ses forces, mais il avait l'impression que quelque chose bloquait l'impact. La rage de Merkel s'enflamma. Il hurla qu'il arracherait d'abord les organes de Ban, puis qu'il poursuivrait la femme. À cet instant, il devint évident que Merkel avait activé une technique appelée la rune de télékinésie. Grâce à elle, il manipulait les phénomènes physiques, rendant les coups de Ban inefficaces. Ban observa attentivement, analysant la technique. La force télékinétique fut libérée instantanément, se propageant comme une onde de choc. Puis, Merkel riposta, provoquant une explosion. Ban se prépara, bloquant le coup, et remarqua silencieusement que le combat rapproché du sorcier était renforcé par la force télékinétique. Merkel poursuivit son assaut, enchaînant les attaques. Ban tenta d'esquiver, mais les coups s'enchaînèrent. Merkel déclencha alors une nouvelle attaque. Cette fois, Ban ne s'esquiva pas. Au lieu de cela, il chargea et frappa de son propre poing. Dans ses pensées, Ban reconnut le pouvoir défensif qui transformait la force télékinétique en bouclier. C'était un art runique vraiment complexe. Son coup de poing s'abattit lourdement, plus fort qu'auparavant, mais même ainsi, il ne causa aucun dégât. Contraint de reculer, Ban reprit son équilibre. Merkel le déclara inutile, se moquant de lui. Il expliqua que, même si leur mana était similaire, leurs arts runiques étaient différents. Il offrit même à Ban une place à ses côtés. Si Ban acceptait de se joindre à lui, Merkel s'engagea à l'accepter. Il lui promit la richesse, affirmant que Ban pourrait gagner plusieurs fois plus que ce que son employeur actuel lui versait. Ban jeta un coup d'œil à ses mains et révéla la vérité. Il était payé 10 000 pièces d'or. Merkel éclata de rire en voyant ce chiffre. Il le qualifia de menu monnaie, facilement gagné en cambriolant seulement 2 maisons de civils. Il jugea la paie bien trop basse pour le talent de Ban. Le regard de Ban s'assombrit. Il répéta ces mots, s'interrogeant sur le fait de cambrioler des maisons civiles. Merkel répondit sans vergogne.
Il admit fièrement qu'il gagnait de l'argent grâce aux assassinats, aux enlèvements, au vol, à la traite des êtres humains, tout ce qui leur était proposé sans discrimination. Il demanda ensuite à nouveau à Ban s'il était intéressé. Les lèvres de Ban s'étirèrent en un sourire étrange et troublant. Merkel, sûre de son jugement, déclara que son regard était toujours aussi précis et insista sur le fait que Ban l'appréciait aussi. Mais Ban brise ses espoirs. Il dit non. Il expliqua que son rire venait uniquement de sa stupeur et de sa colère contre lui-même d'avoir pu tenir une conversation avec une vermine comme Merkel. Puis il prit sa décision. Il allait déchirer Merkel à tel point qu'il serait méconnaissable. À mesure que ces mots tombaient, une aura rougeoyante enveloppait Ban, brûlant d'intensité. Merkel devint furieuse, furieuse que Ban ait résisté malgré sa chance. Leur combat reprit avec une férocité renouvelée. Ban se jeta en avant et frappa à nouveau Merkel. Celle-ci ricana, le traitant d'idiot de répéter des coups qui s'étaient déjà avérés inutiles. Mais Ban ne céda pas. Il enchaîna les coups. Merkel les bloqua avec son bouclier télékinétique, mais l'assaut acharné de Ban ne faiblit pas. Finalement, les coups incessants de Ban brisèrent le bouclier. Merkel écarquilla les yeux sous le choc, se demandant comment une telle chose était possible. Ban ne répondit rien. Il visa la main de Merkel et, d'un coup de poing dévastateur, lui sectionna complètement un bras. Du sang jaillit de la blessure. Ban enchaîna avec un autre coup dévastateur, projetant Merkel dans les airs. Même dans son état lamentable, Merkel refusa de céder. Il maudit Ban, affirmant qu'il ne désirait plus ses organes. Au lieu de cela, il déclara que ce serait le prix à payer pour avoir ignoré sa pitié. Rassemblant ses forces, il se prépara à l'anéantir. Cette fois, Merkel déchaîna une nouvelle attaque, balle de sang télékinétique. Au loin, la montagne s'illumina, baignée d'une lueur rouge tandis que la technique prenait forme. L'énergie fonça sur Ban, mais il la rencontra de front, stoppant la force à main nue. Merkel observa, incrédule, balbutiant sous le choc, affirmant que Ban aurait dû posséder un mana similaire au sien. Il demanda comment Ban avait brisé sa télékinésie. Ban se moqua froidement de lui demandant s'il croyait vraiment que leur quantité de mana était égale. Il traita Merkel d'idiote. À cet instant, la forme monstrueuse de Ban surgit, son immense mana submergeant le champ de bataille. Les pensées de Merkel se bousculèrent lorsqu'il réalisa ce qui se tenait devant lui. Il traita Ban d'être monstrueux, consumé par l'immense énergie qui jaillissait de son corps. Le regard de Ban se fixa sur son adversaire. Il déclara qu'il était temps pour Merkel de sombrer en enfer. Sur ces mots, il avança et lança une frappe dévastatrice. Cette attaque était la rune d'Azura, le gantelet de destruction. Des gantelets conçus pour accumuler du mana et déchaîner la destruction sur toute matière composée de particules. Leur puissance destructrice était proportionnelle au mana qu'ils contenaient. Ban fonça en avant, les poings ardents d'une énergie destructrice. Il asséna d'innombrables coups à Merkel, chacun déchirant ses défenses. Son coup final frappa Merkel au ventre avec une force immense, lui déchirant le corps et laissant un trou béant dans son flanc. Alors que Merkel s'effondrait, brisé, Ban souleva calmement ses bandages et les renoua autour de ses mains. Son adversaire anéanti, il se détourna. Il murmura doucement qu'il était temps d'aller chercher son employeur, celui-là même qu'il avait menacé de mâcher à mort.